Bonjour à tous, bienvenue donc sur ce quatrième webinaire Parole d'experts de l'année organisé, une série de webinaires organisés par France Angels avec ses partenaires. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au financement européen, donc que vous soyez entrepreneur, business angels accompagnant des startups. Donc on va voir quels sont les financements européens disponibles et comment les décrocher. Pour le dérouler, on va commencer avec une introduction de France Angels, qui ensuite sera suivi par le cœur du webinaire, donc présenté par Inextinso Innovation Croissance. Avant toute chose, sachez que pendant le webinaire, vous pouvez poser vos questions directement via l'onglet Q&A qui est en bas à droite sur Google Meet. On va prendre les questions tout au long du webinaire et on les posera à la fin sur la partie Q&A. Donc n'hésitez pas à ne pas attendre la fin, à les poser tout au long de celui-ci. Je vais passer la main maintenant à Philippe Raz, qui va nous faire l'introduction. Donc, Philippe Raz, qui est coprésident de France Angels. Philippe, à toi la main. Merci Sylvain. Je suis ravi d'être avec vous pour ce cinquième Parole d'experts de 2026. Donc, aujourd'hui, nous accueillons notre partenaire Inextinso et je vais vous présenter en quoi nous avons un partenariat qui apporte de la valeur à l'ensemble de notre portefeuille de start-up et nos membres réseau. Donc, vous savez qu'on a un partenariat de 3 ans stratégique signé avec Inextinso Innovation Croissance. Nous l'avons étendu depuis 2026. En fait, il a un triple objectif, ce partenariat. Il est de l'apporter de la valeur à l'ensemble de nos réseaux membres. Nous l'avons fait par exemple, commençant par publier des baromètres tous les 6 mois, le baromètre d'Inextinso Croissance en partenariat avec l'ESSEC et France Angels. Le prochain va sortir le 10 juillet. Nous avons étendu cette offre sur une offre avec Inextinso Finance pour vous permettre d'avoir des accès spécifiques à Inextinso Finance sur du LBO et du M&A. Ça a été présenté il y a 2 mois, de façon à ce que nous puissions, nous, Business Angels, lorsqu'on a investi très tôt ou il y a très longtemps, puissions parfois être sortis et pouvoir recommencer et favoriser la liquidité de nos membres Business Angels. Donc ça, c'est à disposition. Si vous voulez le recevoir, on peut vous le renvoyer. Et maintenant, nous étendons également cette offre avec la recherche de financement qui va être présentée par Dorian à l'Europe. Donc, quel est le bénéfice pour Inextinso Croissance? L'objectif, c'est vraiment un win-win-win. C'est de mettre en avant cette offre, cette compétence, et ça va vous être expliqué aujourd'hui de manière spécifique sur la recherche de financement à l'Europe. Et puis pour France Angels, c'est un soutien évidemment d'un maillage de partenaires de structures privées qui sont fortes. Nous en avons d'autres. 3 des partenariats que nous avons signés sont sur la recherche et la facilitation de la réalisation de liquidités pour les Business Angels. Voilà, tout ça est disponible sur notre site internet franceangels.org, mais je passe tout de suite la parole à Dorian. Merci Philippe. Effectivement, on passe au cœur du webinaire, qui va vous être présenté par Inextinso Innovation Croissance. Et donc pour cela, j'invite sur scène Nicolas Forêt et Dorian Odo. Nicolas, merci Sylvain, merci Philippe pour l'introduction. Donc Nicolas Forêt, moi je suis président d'Inextinso Innovation Croissance, qui, comme son nom l'indique, est un cabinet filial du groupe d'expertise comptable Inextinso que vous connaissez bien, et qui est spécialisé dans le conseil, notamment autour des sujets d'innovation, de transition écologique et de financement, qui est le sujet qui va nous intéresser particulièrement aujourd'hui. Juste en quelques mots, l'activité financement, c'est pas loin de 40% de notre chiffre d'affaires réalisé, et en particulier les financements européens représentent un peu plus de la moitié de cette activité-là. Donc c'est quelque chose d'assez significatif, notamment avec la diminution des budgets nationaux en lien avec la conjoncture économique. Et donc c'est une vraie opportunité, d'où l'intérêt de pouvoir en discuter aujourd'hui. Et pour ce faire, je laisserai la main à Dorian, qui est justement notre directeur du financement, qui chapeaute l'activité au niveau national. Merci Nicolas. Alors, rentrons directement dans le vif du sujet et en commençant par l'introduction. Bon, les financements européens, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a énormément d'idées reçues
Moi, ça fait 10 ans que je travaille dans ce secteur-là, que j'accompagne. J'ai accompagné une centaine d'entreprises sur des questions de financement européen, toute nature. Hein, ça peut être des petites entreprises, des grandes entreprises, des moyennes entreprises. C'est toujours, ça fait 10 ans en fait qu'on retrouve les mêmes arguments qui sont opposés au fait à la non-accession à des financements européens. C'est que l'Europe, bon déjà c'est en anglais, c'est lourd, c'est compliqué. Les taux de succès sont relativement faibles. Effectivement, alors ça c'est une réalité. Hein, les taux de succès, on va le voir dans les slides que j'ai assemblés par la suite, peuvent être relativement faibles, mais à la rigueur, j'ai envie de dire, lorsqu'on les compare maintenant avec les taux de succès nationaux, ça reste relativement équivalent. C'est beaucoup de temps à investir. Alors, c'est à la fois un bon et un mauvais argument, tout simplement parce que, certes, c'est du temps à investir, mais vous allez voir, vous avez aussi énormément à y gagner. Et donc, en fait, c'est quand même plutôt dans l'ensemble, en tout cas de notre point de vue, qui accompagnons des porteurs sur ces sujets, plutôt lorsqu'on le fait bien, lorsque justement on s'y met à fond et on ne le fait pas qu'à moitié, plutôt une très très belle opportunité à saisir avec enfin voilà, en tout cas en général les gens qui se lancent sur ces sujets et qui obtiennent des financements, personne ne le regrette en temps normal. Et puis aussi, le dernier argument que j'aimerais vraiment, en tout cas, profiter de ce jour pour vraiment le contredire, c'est les financements européens sont très éloignés du business. Voilà, on a l'impression qu'aller chercher des financements, alors c'est vrai à l'Europe, partout en particulier, mais c'est vrai que c'est des arguments que j'entends aussi beaucoup sur des financements régionaux ou nationaux. C'est de la paperasse, c'est du temps qui n'est pas investi en R&D, et donc voilà, c'est autant de remparts qu'un certain nombre d'acteurs peuvent se dire, voilà, pour ces raisons-là, je n'y vais pas, je préfère ne pas saisir ces opportunités. Si on passe à la réalité, effectivement, voilà, aller chercher des financements européens, c'est du travail. C'est du travail, ça prend du temps, mais comme je disais, c'est finalement pas tellement plus de travail que la majorité des autres typologies de financement public que vous pouvez solliciter au titre de l'ensemble de vos activités. Ce qu'il faut savoir, c'est que pourquoi est-ce qu'on va à l'Europe et pourquoi est-ce que nous, on pousse les acteurs à aller à l'Europe? C'est parce que d'un premier temps, les conditions de financement sont imbattables. Nulle part ailleurs, vous trouverez des conditions de financement qui sont aussi intéressantes que celles qui peuvent être proposées à l'Europe. On va le voir par la suite. Les taux d'aide sont, je vais pas dire stratosphériques, mais en tout cas sont élevés, peuvent atteindre 100, voire plus que 100% de taux d'aide sur les dépenses engagées, ce qui est extrêmement incitatif. Et si on commence à rentrer dans des sujets de compétitivité, on peut assez rapidement comprendre qu'il y a une vraie différence entre une entreprise qui sollicite ces aides et qui les obtient avec des taux d'aide importants versus une entreprise qui, OK, s'en sortirait sans, forcément, in fine, le reste à charge et donc la mobilisation de ses ressources pour d'autres activités, c'est pas le même débat. C'est un accélérateur de collaboration. Effectivement, à l'Europe, on va le voir, il y a un peu de boulot pour y aller. On peut y aller seul. Souvent, il faut y aller en collaboration. Donc, si on le fait correctement, justement, profiter des financements européens, c'est une manière de travailler, d'aller chercher, de faire des collaborations avec du public, avec du privé, avec des grands comme des petits, et de réaliser ensemble, au sein d'un consortium, des choses qu'une entreprise seule, par elle-même, avec ses propres moyens, aurait été dans l'incapacité de faire par elle-même. Donc, concrètement, c'est l'idée d'aller faire mieux, plus fort, des choses qu'on n'aurait pas été en capacité de faire seul et en plus cofinancer, donc avec un reste à charge, en tout cas une prise de risque qui est minimale. Donc techniquement, c'est super intéressant pour une entreprise qui le saisit vraiment avec ce mindset-là. Et donc toujours dans une approche de faire des collaborations. Ces collaborations, si elles sont internationales, justement, pour une entreprise qui est aujourd'hui peut-être isolée sur son marché, c'est une manière de faire pour aller travailler avec des acteurs qui sont dans d'autres pays, qui peuvent être en Europe, voire même en dehors de l'Europe, parce qu'on va le voir, les financements européens, de manière assez contre-intuitive, c'est pas que les acteurs européens qui y ont droit. Donc c'est une manière de faire aussi des projets avec des acteurs qui soient en Asie, qui soient à travers la planète, dans la mesure où ils sont contributeurs au programme. Et donc vraiment un levier important pour l'internationalisation. Et donc, dans l'ensemble, je l'ai dit un petit peu déjà en introduction, mais lorsqu'on rassemble tout ça, vraiment, il va y avoir une vraie différence sur la compétitivité des entreprises qui en résulte du fait de la sollicitation des projets européens.
Alors, de quoi parle-t-on? Lorsqu'on parle Europe, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Europe finance quasiment tout. Et on a essayé de faire ça relativement bref, de manière à ce que toute personne avec un projet actuellement en tête puisse se projeter sur, OK, je vais voir l'Europe, mais avec quoi? Déjà, l'Europe finance d'une part les projets de R&D. R&D qui soient fondamentaux jusqu'à la démonstration. Honnêtement, il y a tout type de maturité de projets qui sont soutenus. En général, les seuls projets qui ne sont pas soutenus parce que le financement public, de manière générale, n'a pas vocation à soutenir ce type d'activité, c'est vraiment des projets où, en gros, il y aurait vraiment plus absolument rien à démontrer. Financer du business as usual, grosso modo, c'est pas forcément ça l'ambition. Mais disons que voilà, tout type de maturité sont soutenus jusqu'à l'industrialisation. Donc, projet de R&D, à peu près tout peut être soutenu. Projet d'investissement, voilà, tout projet d'investissement peut être soutenu. Il n'y a pas vraiment de doctrine. Il y a certains guichets qui sont très spécifiques pour des projets d'infrastructure, dont je rentrerai pas dans le débat, je rentrerai pas dans le sujet aujourd'hui. Mais voilà, projets d'investissement sont soutenus. Projet de décarbonation. Si vous avez une roadmap de décarbonation qui est peut-être elle peut être R&D intensive, auquel cas on retourne dans le 1, mais elle peut être aussi CAPEX intensive. D'une part, parce que vous pouvez avoir pas mal d'investissements à financer, et auquel cas ces investissements-là sont très bien couverts par nombre de guichets à l'Europe, avec des taux d'aide qui sont très intéressants, et voire même peuvent dépasser ce qui peut vous être proposé dans un contexte national. Ou alors, si vous êtes un acteur ou vous êtes investi chez des acteurs qui développent des briques technologiques fintech, plutôt pour faire décarboner d'autres, pareil, on peut faire énormément de choses très, très, très intéressantes. Il y a un vrai focus là-dessus. Les projets de start-up à haut potentiel, c'est une catégorie que je mets un peu à part des projets de R&D. Mais disons que dans une mesure où vous accompagnez une start-up qui est extrêmement, on va dire, deep tech, avec un énorme enjeu de développement, avec des énormes, avec une énorme volonté. Enfin, grosso modo, si je tire, enfin voilà, si j'épaissis un peu le trait, on va dire, allez, elle veut devenir leader européen, elle veut devenir une licorne. Et ben, ce genre de projet, c'est vraiment ce type de projet qui va vraiment, vraiment plaire à l'Europe et qui peut financer, et on va le voir un petit peu après, très bien ce type de projet. Euh, Mine de rien, il y a aussi d'autres petites choses qui sont peut-être qui sont peut-être un peu plus à la marge. On entend moins parler, mais pourtant l'Europe est très investie là-dedans. C'est tout ce qui est projet de formation. Alors, voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous dites peut-être, voilà, vous êtes dans une filière qui est un peu tendue, où il y a un certain nombre de choses, de difficultés à recruter ou à trouver des compétences. Sachez que l'Europe finance aussi un certain nombre de programmes dans lesquels vous pouvez vous investir pour alors pas forcément former les employés, mais par contre développer des nouveaux programmes de formation qui peuvent totalement servir à votre filière ou à votre entreprise. Et donc typiquement, là pareil, il y a des choses à faire. Dernière chose qui est importante, notamment pour les entreprises, en fait, j'allais dire industrielles, mais pas que, en fait, toute typologie d'entreprise, c'est que l'Europe finance aussi des projets de digitalisation. C'est un point clé. Les projets de digitalisation aujourd'hui, bon, il y a l'IA, clairement, c'est le sujet en vogue, mais il n'y a pas que ça. Hein, la cybersécurité, c'est toujours encore un sujet qu'il faut absolument adresser. Le calcul avancé, et autres cloud, infrastructures, etc. La digitalisation des entreprises, industrielles comme non industrielles, et leur déploiement aussi bien dans les entreprises, d'ailleurs même que dans les administrations, hein, ce sont des sujets qui sont soutenus par l'Europe et donc pour lesquels il existe des financements qui sont très intéressants et qui vous permettent, voilà, ces éléments qui sont clés, qui sont dans vos roadmaps, laquelle vous vous êtes probablement jamais posé la question de comment vous allez, si il existait un cofinancement possible, l'Europe est peut-être une solution pour ça. Alors, qui finance? Le problème avec l'Europe, c'est que l'Europe a fait des petits. C'est-à-dire que dans l'ensemble, la majorité des fonds européens proviennent tous à peu près de la même poche, qui est le programme 4 de financement alors aujourd'hui Horizon Europe, et en ce moment on est en train de travailler, en tout cas la commission travaille sur le programme de financement pour la programmation 2028-2034. Donc tout provient à peu près de la même enveloppe, sauf que voilà, disons qu'il existe certes un gros guichet qui est la commission, qui est celui qu'on connaît le mieux lorsqu'on s'intéresse à l'Europe, mais la commission elle peut pas faire toute seule.
tout seul. Elle a un certain nombre de partenaires, il y a un certain nombre de guichets. Elle a fait des petits, elle a donné en gestion un certain nombre de ces enveloppes de financement, de manière aussi à pouvoir récupérer des cofinancements auprès des États, auprès de certains nombres d'acteurs privés. Et donc, grosso modo, pour partir d'une somme et d'avoir des effets leviers et pour pouvoir du coup financer encore plus de projets. Alors, c'est intéressant parce que ça crée tout plein d'opportunités pour les acteurs. Et malheureusement, le côté un petit peu moins, enfin voilà, qui est un peu plus compliqué pour les entreprises, c'est que ça crée de la complexité et donc la difficulté d'avoir de la visibilité sur tout ce qui peut exister comme dispositif. Donc voilà, disons qu'il y a énormément d'argent à aller saisir auprès d'énormément de guichets. Juste faut-il pouvoir avoir le temps, en tout cas avoir les clés de lecture sur où est-ce que je dois aller chercher. Et c'est donc d'ailleurs un des points sur lesquels nous, on peut vous aider. Et j'en parlerai un petit peu plus, un peu plus à la fin de notre présentation. Alors, est-ce que c'est vraiment intéressant financièrement ? Je vous l'ai dit, les taux d'aide sont extrêmement importants à l'Europe et c'est une des principales raisons pour lesquelles les acteurs s'intéressent à ces dispositifs-là. Si on regarde la courbe, en tout cas le schéma que je vous ai présenté ici, alors c'est un schéma très idéalisé, hein, parce qu'en gros, on essaie de faire passer le message relativement facilement, mais sachez que si vous focalisez ou si vous vous intéressez uniquement à des guichets qui sont, on va dire, plus accessibles, les aides régionales, les aides nationales, ou qui sont en français, ou vous pouvez avoir des interlocuteurs plus facilement, en fait, OK, vous allez avoir des chances de succès qui sont plus élevées, mais par contre, les taux d'aide vont, eux, être malheureusement encadrés. Et cet encadrement, il fait que dans beaucoup de cas, pour une petite entreprise, on va se retrouver avec des taux d'aide qui vont être limités à 35-45% et avec certes une part de subvention, mais dans ce moment, on le voit, de plus en plus de parts d'avances remboursables, qui sont, on va dire, en cas d'échec commercial du projet, la subvention, donc c'est bien. Mais bon, disons qu'on le souhaite pour financer des succès, ça reste de l'argent qui est remboursable et donc on va dire qui est un cran en dessous de la subvention. Côté Europe, l'intérêt, c'est que en fait, on va assez rapidement se retrouver avec des taux d'aide soit à 60-70%, soit à 100% et quasiment exclusivement de la subvention. L'avance remboursable aujourd'hui n'existe pas réellement à la Commission européenne et on observe de plus en plus de guichets, on va en parler, pour soutenir notamment les jeunes startups où l'Europe peut venir également en prise de participation, donc intervenir en equity au sein du capital de la société. Donc finalement, des subventions, de l'equity, donc finalement un peu le Graal de ce qu'on peut retrouver en matière de financement d'entreprise. Malheureusement, voilà, effectivement, ça a un coût d'aller récupérer ces subventions-là. On est à l'Europe, il y a une concurrence qui fait que les chances de succès sont, elles, ce qu'elles sont. Mais pour autant, en fait, en réalité, si on multiplie le taux d'aide, enfin, en tout cas l'enveloppe, l'intérêt financier fois les chances de succès sur ces guichets-là, en fait, on se rend compte que aller chercher l'Europe, c'est en réalité le même investissement pour le même ROI que si on va chercher des financements plus régionaux ou nationaux. Donc en fait, il n'y a pas de tropisme là-dessus. Aller chercher l'Europe, à nouveau, si on le saisit bien avec le bon mindset, avec les bons outils, clairement, c'est tout autant intéressant que d'aller chercher d'autres dispositifs. Alors, point important, je l'ai dit, à l'échelle régionale et nationale, on voit de plus en plus de financement, plus en plus d'avances remboursables apparaître dans les financements. Bon, je pense que c'est une surprise pour personne. On est un peu en bout de ce que l'État peut actuellement en termes de moyens financer. On arrive à la fin des programmes type France 2030. Les crédits sont engagés, il y en a de moins en moins. Donc bref, on est dans une situation où et en plus on rentre dans une période électorale, ce qui fait que les budgets, en tout cas les aides régionales nationales, sont pas super lisibles en ce moment, en tout cas pour 2027, pas simple de savoir ce qui va nous attendre. Côté Europe, l'avantage, c'est que on est sur une programmation qui est sur 7 ans. Aujourd'hui, nous savons exactement jusque fin 2027 quels sont les guichets
existent, quels sont les budgets, quels sont les. Il y a aucune surprise. Et là, comme je disais tout à l'heure, la Commission est en train de travailler sur le plan 2028-2034. Donc, on sait déjà, on va bientôt savoir en tout cas, quelles vont être les enveloppes disponibles entre 2028 et 2034. Donc, on a une belle lisibilité dans la durée, en sachant sur quelle thématique l'Europe va miser, avec quel instrument. Donc, c'est beaucoup de visibilité qui est très intéressante pour les entreprises. Aussi, là où à France, voilà, niveau budget, niveau crédit, on est quand même, je pense, on va être très largement, voilà, c'est les présidentielles qui vont acter un petit peu à quelle sauce on va être mangé sur les années à venir. À l'heure actuelle, le programme Horizon Europe, enfin, en tout cas, le prochain programme de financement 28-34, on s'attend à plus 83% de budget pour les aides aux entreprises, les aides à l'innovation, les aides à la R&D. Donc, on partait déjà d'un programme entre 2021 et 2027 qui était de quasiment 100 milliards pour s'approcher à 175 milliards. Donc, clairement, l'Europe, ne pas s'en saisir, alors que normalement, les taux de succès, vu que les enveloppes grandissent, on peut le souhaiter, vont s'améliorer dans l'avenir, ça serait un pari vraiment risqué parce que voilà, aujourd'hui, maintenant, il y a une vraie fenêtre d'opportunité, il y a des opportunités à saisir, il faut s'en saisir. Alors, qui est éligible? Tout le monde est éligible. Start-up, PME, ETI, grands groupes, labos, associations publiques, tout est possible. Mais voilà, dans la majorité des cas, ce qui est toujours un peu compliqué, c'est qu'il faut construire des consortiums. Dans de nombreux cas, l'Europe va vous imposer de monter un consortium de 3 entreprises en général, 3 structures, je devrais dire, minimales, qui représentent 3 pays différents au sein de l'Europe. Et vous ne pouvez pas travailler avec des filiales ou autres. Il faut que ce soit vraiment 3 entreprises non liées qui représentent 3 pays européens différents. Donc, c'est ça qui est un petit peu le point un peu clé, qui peut être un petit peu difficile lorsqu'on est une start-up. Mais c'est pour ça que très souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est plutôt, si vous avez des copains un peu plus gros que vous, c'est plutôt eux qui vont porter les projets et qui vont venir vous chercher. Et ça, c'est la meilleure manière, on va dire, d'aller vers l'Europe. À moindre coût, à moindre complexité, de s'y habituer. Et ça, on peut vous aider, on peut vous mettre dans les réseaux pour facilement identifier ce type d'opportunité. Mais je vous le rassure, on va en parler juste après. Il existe aussi des opportunités à saisir seul, notamment lorsqu'on est une start-up. Et donc, heureusement, ça simplifie un petit peu les choses. Alors, parlons un tout petit peu des opportunités. Donc, en commençant par Horizon Europe, qui est effectivement la première. Donc, c'est celle que je disais. C'est les projets collaboratifs, 3 partenaires qui doivent représenter 3 pays. C'est pas les plus simples, mais pour autant, vous allez le voir, c'est ceux qui sont les plus rémunérateurs. Je rentrerai pas trop dans les détails. On a mis énormément de slides en annexe. Vous y aurez accès dans la présentation qui vous sera adressée à l'issue du webinaire d'aujourd'hui. Mais si on peut focaliser peut-être simplement sur la slide suivante pour bien se saisir du sujet. On va retrouver les projets RIA qui sont les projets Research Innovation Action, qui sont les projets, si vous voyez RIA quelque part, c'est des projets qui sont financés à 100% des coûts pour tout le monde, que vous soyez de la start-up au grand groupe, à la structure associative, tout le monde est financé à 100% des coûts engagés, et voire même, je dirais même 125%, parce qu'il y a des frais indirects qui sont ajoutés. Donc, ça fait presque 125% de subventions pures qui peut vous être versée sur vos coûts engagés. Et ça, c'est super intéressant. Surtout que l'Europe a, et ça c'est vrai pour quasiment tous les guichets européens, l'avantage de proposer des préfinancements qui sont extrêmement attractifs. Parfois, on peut se retrouver avec 50% de la subvention qui est versée au démarrage. Moi, j'ai déjà vu jusqu'à 70% de la subvention qui est versée au démarrage du projet. Ça, c'est super intéressant. Et ce préfinancement, c'est une vraie avance de trésorerie. C'est pas comme en France où, malheureusement, une fois que vous avez touché un préfinancement, il faut d'abord avoir justifié de l'avoir dépensé avant d'obtenir la tranche suivante. Non, votre préfinancement vous suit. C'est une vraie facilité de financement pour toute la durée du projet, et c'est la fin du projet au solde qu'on règle grosso modo ce à quoi vous avez le droit. Et donc ça, c'est un vrai avantage.
Il y a les projets Innovation Action. Donc là, il n'y a pas le R, pas la research. Donc on est plutôt dans le spectre plus proche du marché et auquel cas les taux d'aide sont plutôt entre 60 et 70% pour les entreprises, sachant que dans tous les cas, en général, à l'Europe, les entreprises, enfin, les acteurs publics, alors que ce soit des centres de recherche ou que ce soit des collectivités, certaines associations, sont elles toujours financées à 100%. Donc ça, c'est toujours un point clé donc, pour les collaborations publiques-privées. Les CSA, c'est moins intéressant, c'est des actions de coordination, elles sont financées à 100%, mais ça ne fait pas du tout avancer la R&D, ça fait plutôt avancer les sujets de standardisation, donc c'est un peu loin peut-être de vos préoccupations. Et les co-funds, je ne rentrerai pas dans le détail. L'EIC, le European Innovation Council, ça c'est pour les startups deep tech à haut potentiel. J'en ai parlé tout à l'heure. C'est celle où si vous avez une vocation à devenir leader européen sur votre marché, si voilà, vous êtes deep tech, vous avez des brevets un peu sympas à faire valoir, c'est la Rolls-Royce des guichets européens pour ce type de public. Il y a plein de guichets dans l'EIC. Ce qu'il faut savoir, c'est que celle que tout le monde sollicite lorsqu'on est une startup, tout le monde nous en parle, c'est l'EIC Accelerator. Pourquoi? Parce que c'est pour financer des activités de maturité relativement élevée. On fait de la R&D, mais on y inclut aussi les actions de commercialisation, voire même d'industrialisation, le cas échéant, lorsque c'est nécessaire. C'est jusqu'à 2,5 millions de subventions, un taux d'aide de 70%. Donc, 3,5 millions, récupérer 2,5 millions, c'est super intéressant. Et c'est jusqu'à 10 millions d'euros en prise de participation equity de la part de la commission. Donc, c'est jusqu'à 12,5 millions d'euros d'aide. Et ça, pour les startups, c'est un vrai accélérateur extrêmement important. Il y a aussi le IC Step pour les entreprises qui sont encore un cran au-dessus, qui ont des tours de table très importants, des tours de table à partir de 50 millions d'euros, où la commission peut venir investir, alors cette fois-ci uniquement en equity, 10, 20, 30 millions d'euros dans un tour de table. Donc, vous imaginez un petit peu les effets de levier qui peuvent être proposés sur ce type de guichet où on peut aller seul. Vous pouvez y aller simplement en tant que startup à haut potentiel pour obtenir ce type de financement qui sont extrêmement importants. Plus de détails en annexe avec tous les détails sur comment ça fonctionne. Voilà, vous pourrez les consulter dans les documents qui vous seront remis. Innovation Fund, autre programme un peu différent. Pourquoi on en parle? Parce que c'est pour des projets de décarbonation au sens large. Donc, c'est soit vous décarbonez, vous proposez une solution qui décarbone, ou voire même vous industrialisez une solution qui décarbone. Donc, vraiment, dans la mesure où vous avez un projet impact, ça peut vous intéresser et c'est très intéressant. L'Innovation Fund, ça finance jusqu'à 60% des CAPEX et des OPEX. Donc, c'est lorsqu'on a un investissement, un gros CAPEX à financer, c'est extrêmement intéressant. Et surtout, ça finance les OPEX sur 10 ans. Donc, lorsque votre projet il est très coûteux, ça peut être extrêmement intéressant et incitatif pour votre entreprise. Qu'est-ce qu'on recherche? C'est des projets de décarbonation, comme je vous disais. C'est des projets qui sont relativement matures. Ça finance exclusivement en subvention. C'est super intéressant sur ce type de projet, jusqu'à 60%. Donc, très, très, très incitatif. Il y a plein d'enveloppes. Ce qu'il faut savoir sur l'Innovation Fund, c'est qu'on cherche quand même des projets au CAPEX initiaux à partir de 2,5 millions. Donc, c'est un tout petit peu, enfin voilà, c'est quand même un peu costaud. Hein. C'est pas le premier guichet qu'on va solliciter lorsqu'on est une entreprise. Cette slide n'est malheureusement plus à jour parce que depuis il y a quelques jours, on a eu des nouveautés qui sont très pertinentes pour, je pense, le public ici. C'est qu'il devrait y avoir un Innovation Fund dédié aux PME qui va être ouvert. Et dédié aux PME pour des projets entre 2,5 millions et normalement ça devrait être jusqu'à 20 millions d'euros. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Innovation Fund aujourd'hui pour les PME, pour les petits projets de cette nature-là, le taux de succès est de quasiment 100%. C'est-à-dire déposer un projet, le faire correctement, donc c'est-à-dire bien rentrer dans les critères. Et ben en fait, on se rend compte que quasiment tous les projets qui sont faits sérieusement sont financés, ce qui, par rapport aux 5 à 10% de taux de succès que je présentais initialement, c'est quand même super, super intéressant.
Quelques autres financements qui sont pertinents, qui sont un peu entre les deux. C'est-à-dire que je vous ai présenté à une extrémité les projets relativement compliqués. Horizon Europe, il faut être 3 partenaires, il faut être représenté 3 pays européens différents. Donc, ça demande un peu de l'ingénierie, du partenariat, donc de l'investissement, du temps à investir. Ça peut être long. Même si vous l'avez compris, moi je reste très convaincu, et il faut en être convaincu. Si on n'en est pas convaincu, il ne faut pas y aller. Les retombées de ce type de démarche sont bien supérieures au temps qu'on va y investir. Il y a des choses un petit peu entre les deux où on peut ne serait-ce que collaborer qu'avec un seul partenaire étranger. Donc pas besoin d'être 3 de 3 pays, on peut simplement travailler avec un acteur supplémentaire de un autre pays. Pour cela, je vous parlerai de 2 grands guichets qui sont intéressants. Le programme Eureka, alors qui lui a l'avantage de. Alors c'est vrai que il faut avoir un grand écran, mais vous le verrez sur les slides. On peut collaborer avec tout plein de pays, et surtout plein de pays qui ne sont pas dans l'Union européenne. On peut faire des collaborations avec, comme je disais, des acteurs qui sont dans des pays, l'Australie, la Corée, Taïwan, bref, des collaborations relativement larges. Et donc il suffit simplement d'être à partir de 2 partenaires. Donc si vous avez déjà l'habitude de travailler aujourd'hui sur des projets un petit peu innovants avec des partenaires étrangers, il y a peut-être matière à faire soutenir ce type d'approche par des financements. Alors Eureka, c'est un financement qui est mixte État-Europe, mais donc moyen de venir cofinancer ce type de démarche. Il y a 45 pays éligibles sur les projets Eureka, donc il y a vraiment matière à faire pour soutenir vos démarches. Dernière chose, un petit peu mixte, c'est le programme LIFE qui soutient la biodiversité, la décarbonation, l'économie circulaire, on va dire l'impact environnemental, moins industriel, même si ça peut fonctionner aussi. C'est un mode de financement qui est un peu mixte, qui est un peu plus ouvert, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'y aller en collaboration, même si la collaboration y est fortement incitée. Et là, on est sur des taux d'aide à 60%, subvention pure. À nouveau, même caractéristiques que celles que j'ai pu donner auparavant, avec des forts taux de préfinancement. Donc, c'est une belle opportunité à saisir lorsqu'on a soit un projet environnemental, soit soit un beau projet environnemental, soit un projet industriel ou une petite collaboration à faire valoir avec des acteurs. Alors, comment est-ce que nous, on peut vous aider à y voir plus clair dans tout ça? Il y a 2 choses qu'on peut vous proposer. La première chose, c'est qu'en venant de France Angels, nous, vous l'avez compris, on est expert du financement européen. C'est une très très grande partie de notre activité. On connaît très très bien tous les guichets. On dépose un paquet de dossiers. Donc déjà, la première chose, c'est que si ça vous intéresse, prenez contact avec nous et on peut regarder ensemble un petit peu aujourd'hui votre business, comment est-ce qu'il est construit, quelles sont les ressources dont vous disposez aujourd'hui, quelle est votre vision, qu'est-ce que vous voulez faire de votre entreprise, et regardez si l'Europe peut être un levier important à saisir. Parce que l'Europe, il faut y trouver quand même les bonnes conditions de succès. Mais regardons ça ensemble, gratuitement, sans aucun problème. On regarde ça ensemble et puis c'est à titre gracieux, il n'y a aucune facturation pour ça. Et nous, on vous dit, toutes les opportunités qui sont, selon nous, à saisir avec un fort potentiel de succès, moyennant quelle action derrière aussi de votre part, collaboration à aller construire ou pas avec d'autres acteurs de l'écosystème, mais de manière à ce que vous y voyez clair. Vous l'avez compris, c'est un levier. L'Europe, c'est un levier. Ne pas s'en saisir du tout, ne pas s'y intéresser, c'est une erreur. Après, à minima, être rassuré via un entretien sur est-ce que c'est le bon levier, et peut-être qu'effectivement, au moins savoir ça déjà, c'est clairement faire un pas en avant dans sa stratégie d'entreprise. Deuxième point clé, c'est si on identifie ensemble des opportunités à saisir. Nous, on a une démarche d'accompagnement vraiment qui va de A à Z sur les financements européens, c'est-à-dire qu'on peut vraiment aller de la définition et la structuration du projet à la rédaction du dossier en lui-même,
une fois que le dossier est retenu, on peut vous aider à contractualiser avec le financeur et puis on peut même vous aider au-delà, une fois que le projet démarre pendant toute sa durée, pendant 1, 2, 3, 4 ans, à vous supporter dans toutes les actions de suivi administratif, financier, technique pour que vraiment cette charge soit la plus minimale pour vous. Voilà, on peut vous y accompagner sur ces différentes étapes-là. Et en venant, si en venant de France Angels, nous on vous proposera une réduction, une remise en tout cas sur nos accompagnements qui sont en général lorsqu'on dépose un dossier composé toujours d'un retainer qui est une somme forfaitaire et accompagnée d'une prime au succès qui elle forcément ne sera facturable qu'en cas de succès du projet. Donc nous on vous propose une réduction sur notre retainer de manière à ce que voilà on soit mutuellement investis et qu'on gagne ensemble, ce qui est bien entendu l'objectif d'aller saisir de toute façon des opportunités de financement. Avant de clore, peut-être un point que j'ai pas mentionné, que je me rends compte et que je rementionne parce que je pense que c'est important. Je l'ai dit, les financements européens, c'est intéressant parce que c'est de la subvention. Je l'ai dit, c'est intéressant parce que c'est du préfinancement important qui va vous aider. C'est vraiment une vraie avance de trésor. Il n'y a pas de BFR derrière qui est lié à la conduite de ce type de projet. Donc, c'est vraiment intéressant. Et aussi, l'Europe va de plus en plus vers du paiement sur résultat. Je le dis là parce que c'est important, parce que je vous disais qu'on peut vous accompagner sur les éléments financiers. De plus en plus, à l'avenir, la Commission va financer sur résultat, c'est-à-dire que grosso modo, on se met d'accord sur des sommes forfaitaires qui sont liées à l'atteinte de jalons techniques. Vous atteignez votre jalon technique, vous obtenez la somme. Donc, le reporting financier est en train de disparaître de plus en plus, ce qui est, je pense, pour tout le monde, une très bonne nouvelle parce que c'est pas mal de boulot et c'est pas simple. Donc, on va de plus en plus vers le financement sur résultat. Donc, moins de démarches administratives, ça va moins peser sur les entreprises. Donc, c'est encore un argument de plus qui vraiment rend ces opportunités importantes à saisir. Nos contacts, si nécessaire. Et voilà. Merci Dorian pour cette présentation. On va passer maintenant à la session de Q&A. Donc, pour rappel, vous pouvez poser vos questions par écrit en bas à droite, le petit carré en forme de fait avec des petits points. Et vous pouvez vous poser vos questions par écrit et je les retransmettrai de vive voix aux différents speakers. Écoute, Dorian, là, vu que tu es juste là face à moi et j'invite Nicolas et Philippe à nous rejoindre, la première question est pour toi. Une question d'Antoine qui demande s'il y a des aides européennes dédiées spécifiquement à la souveraineté européenne. Alors, souveraineté européenne, c'est un sujet un peu large. Ce qu'il faut savoir, c'est que la souveraineté est un critère qui s'est maintenant disséminé dans à peu près tous les guichets, c'est-à-dire que c'est un critère qui sera plus favorablement apprécié dans n'importe quel dossier de candidature. Le critère de souveraineté, ça peut être large aussi parce qu'on peut pas. C'est quoi la souveraineté? C'est la souveraineté en termes de chaîne de valeur, c'est la souveraineté parce qu'on parle de sujet de défense. Il y a des programmes de financement dédiés à la défense. Alors, c'est une forme de souveraineté. Donc voilà, il y a effectivement en tout cas un push très fort en matière de souveraineté. Il y a un fonds souveraineté qui est en train d'être monté côté Europe. Donc oui, on va vers davantage de souveraineté. Après, est-ce que ce sera dédié souveraineté? Pas forcément. En tout cas, est-ce que la souveraineté est en train de se disséminer dans les cahiers des charges de l'intégralité des financements européens? Oui, clairement. Merci. Une deuxième question, elle va beaucoup pour toi, Dorian, les questions, tu t'en doutes. Une deuxième question pour toi, Dorian, donc de Stéphane, qui demande s'il faut prévoir un recrutement juste pour la gestion du projet européen, quel que soit le financement. Alors, ça va dépendre de ce qu'on entend. Donc, porter un projet européen, derrière, effectivement, c'est des livrables qu'il faut faire, qu'il faut rédiger. Ces livrables, normalement, il faut un chef de projet concrètement. Donc, ce chef de projet, normalement, lorsqu'on conduit un projet en interne, soit on n'en a pas, ce qui me semble relativement bizarre, soit on en a déjà un, et grosso modo, ça peut tout à fait être le rôle de cette personne. Comme je disais, on va vers moins de complexité administrative à l'avenir, moins de reporting financier, donc moins de besoin de faire autre chose que simplement de la technique. Donc,
on va vers moins de nécessité pour recruter une personne spécifiquement sur ce sujet-là. Par contre, dès lors qu'on commence à avoir 1, 2, 3, 4 projets peut-être en parallèle, ça peut commencer à valoir la peine de se poser la question d'avoir une personne qui centralise ces différents projets, parce que ça veut dire 4 projets en parallèle, ça veut dire quand même des certaines sommes relativement, ça peut commencer à s'empiler, à représenter des sommes importantes, et avoir une personne dédiée sur le sujet pour bien piloter que ces sommes finissent bien sur votre compte en banque dans les temps tels que vous l'avez imaginé, c'est quand même mieux. Donc, est-ce que lorsqu'on va saisir son premier projet européen, il y a besoin d'avoir une personne dédiée sur le sujet? Non, sauf si déjà au moment où vous avez monté le dossier, vous saviez que vous étiez sous-staffé. Est-ce qu'il commence à en avoir besoin dès lors qu'on commence à en saisir 2, 3, 4? Ça peut commencer clairement à se discuter. Merci Dorian. La prochaine question est pour toi, Nicolas. Une question de Julie qui demande si une partie des accompagnants dans ces projets européens peuvent être cofinancés par des acteurs publics français tels que la région ou BPI France. Oui, sans problème. Effectivement, on ne l'a pas abordé dans la présentation, mais il y a, alors si ce n'est pas tout, il y a un grand nombre de régions qui proposent d'aider justement les startups et les PME à ne pas avoir peur de ces guichets européens comment dire, conseil de se faire accompagner, parce que comme l'a dit Dorian, c'est quand même, mine de rien, pas mal de boulot, et souvent les équipes ont d'autres choses à faire et à se focaliser notamment sur le business. Donc nous, on est là aussi pour soulager et diminuer, non pas à zéro, mais en tout cas fortement réduire le temps d'investissement en temps que les entrepreneurs et leurs équipes doivent faire. Et donc les régions le font, et BPI le fait aussi, notamment dans le cadre du Diag Europe, mais il y en a d'autres. Je pense, Dorian, tu les connais encore plus que moi, et souvent c'est 50% de financement, et ça peut aller, je crois que le plus gros doit être, je ne sais plus si c'est PTI ou Diag Europe, et ça peut aller au moins jusqu'à 10 000 euros de prise de financement par BPI France. Donc c'est très incitatif et c'est intéressant, et ça doit aussi lever quelques barrières à faire appel à un cabinet de conseil, avec notamment qui a des coûts fixes aussi qui sont assurés. Merci Nicolas. La prochaine question est pour Philippe. Une question de Guillaume qui demande quels sont les apports pour le coup de la fédération de France Angels au niveau européen. Au niveau européen. Ok, merci. La Fédération de France Angels rassemble 5500 business angels auprès de 50 réseaux. Et nous venons de fêter les 25 ans de France Angels à Vivatech la semaine passée. Et à cette occasion-là, nous avons annoncé que nous rejoignions le réseau European Business Angels Network. Donc, nous sommes déjà membres fondateurs de Business Angels Europe, où Alain Pujol, mon co-président, nous représente au board. Et à partir de maintenant, nous sommes membres de ces deux fédérations. Et moi, je représenterai au niveau européen auprès d'IBAN France Angels. Donc, ces deux fédérations, que sont Business Angels Europe et IBAN, ont des offres de services qui sont disponibles pour la Fédération France Angels et pour nos réseaux membres. Donc, de manière large et spécifique, sur certains verticaux, par exemple, France Angels peut partager ses offres à chacun des réseaux. Maintenant, pas avec les compétences pour la recherche de financement comme exprimé aujourd'hui par Inextenso, puisque là, nous reposons sur nos partenaires pour apporter ces compétences spécifiques. Donc, la fédération est un vrai véhicule pour partager de manière gagnante ces services offerts. Et donc, je souligne le fait qu'on a rejoint un nouveau European Business Angels Network depuis la semaine passée, annoncé à Vivatech à l'occasion de notre 25e anniversaire. Merci Philippe. Retour à toi Dorian. Une question de Thibaut qui demande si pour une start-up, comment peut-on connaître des consortiums d'entreprises déjà établis afin de se joindre à un appel à projet? Alors, plusieurs possibilités. La première possibilité, c'est un outil qui existe directement lorsqu'on a identifié les guichets européens qui nous intéressent. En général, au sein du guichet, sur le site, il y a moyen d'exprimer son intérêt.
à participer, à proposer une compétence ou à rejoindre un partenariat. Donc, une première possibilité de se rendre visible, c'est de passer via ce système-là. Deuxième possibilité, bon, c'est pas celui qui fonctionne le mieux parce que pas tout le monde se jette là-dessus forcément. Deuxième possibilité qui marche le mieux, c'est quand même le côté humain, c'est comme le côté réseau, c'est de faire jouer ces réseaux. Donc, plusieurs structures d'accompagnement peuvent vous aider. Déjà, d'une part, il y a le réseau EEN, European Network, European Enterprise Network, c'est ça, qui son rôle, c'est qu'il y a un certain nombre de correspondants partout à travers la France. Ils sont souvent dans les régions, les CCI, qui ont justement ce rôle de connecter des porteurs avec des projets. Et donc, vous pouvez les solliciter. C'est plus un service public. Il n'y a pas d'apport. Bon, voilà, il n'y a rien à payer derrière pour connaître en tout cas pour essayer d'intégrer ce genre de projet. Dernière chose qui là va demander votre réseau personnel, c'est que pour rejoindre des projets en cours de construction, très souvent ces projets sont portés par des plus gros acteurs, comme je vous le disais. Donc ça peut être des centres de recherche parce que eux c'est leur business model pour vivre, pour se financer, les plus grandes entreprises. Donc ça, se rapprocher, travailler, collaborer avec des acteurs du public, bien travailler avec eux, en tout cas se rendre un petit peu, montrer, prouver sa valeur ajoutée auprès d'eux, c'est derrière se mettre dans une position à être appelé. Et ce que vous voulez, ce serait le plus simple pour vous, c'est de vous faire appeler. Donc n'hésitez pas en tout cas à dire, bah, voilà, allez voir, vous travaillez avec le CNRS ou autre, vous dites, bah, il y a ça qui m'intéresse, est-ce que vous êtes positionné dessus? Ces acteurs-là sont habitués à déposer des centaines de projets à l'année, donc il est probable que quelque part au sein de leur structure, quelqu'un est en train de faire quelque chose. Est-ce que vous arrivez au bon moment? Peut-être que vous arrivez trop tôt, peut-être que vous arrivez trop tard, mais en tout cas, identifiez-vous et peut-être que c'est le match, parce que c'est exactement vous qui cherchez à ce moment-là. Merci Dorian. Une question de Corinne qui demande si la présentation sera envoyée. Oui, elle sera envoyée à tous les participants après le webinaire. Et une question d'Antoine qui redemande les coordonnées d'Inextinso Innovation Croissance. Donc je les remets. Voilà, ils sont mis devant. Une question de Cloven cette fois-ci qui demande si ces appels à projets financent jusqu'à 70% du projet, qui finance les 30% restants, sachant que les banques sont réticentes à financer la R&D. Alors forcément, qui finance les 30% restants? Ça, c'est sûr que c'est pas le public. Surtout qu'on peut pas cumuler des financements publics avec des projets européens. Donc le souci, c'est que ces 30% restants, il vous reste deux possibilités. La première possibilité, c'est du fonds propre, auquel cas il faut avoir un petit peu d'argent de côté, en tout cas de manière à pouvoir co-investir dans le projet. Et d'ailleurs, possibilité, effectivement, ça peut être du prêt. Alors en général, quand même, les banques, lorsqu'on arrive avec un cofinancement à 70%, ou à voir même dans 100%, il n'y a pas d'enjeu, mais à 70%, elles sont quand même un peu plus enclines à discuter. Normalement, il n'y a pas trop de difficultés à ça. Ce qui me permet peut-être de passer le message ici, qui était écrit dans la slide, mais que j'ai pas forcément relevé à l'oral. Il n'y a pas de conditions de fonds propres à proprement parler qui existent à l'échelle européenne. Donc, c'est pas comme en France, c'est pas 1 euro de fonds propres égale 1 euro d'aide, d'accord? Alors, certes, vous devez présenter une condition financière viable. Vous devez pas être entreprise en difficulté ou être proche de la mort. Forcément, ça ne marchera pas. Mais il n'y a pas de conditions si strictes à l'Europe qui peut exister en France. J'en profite, je vois sur la slide qu'il y a 2 fois mon adresse mail, donc vous imaginez bien que pour Nicolas Fauré, si vous voulez écrire à Nicolas, c'est nicolas.fauré. Et Sylvain, t'es en mute. Pardon, merci. Je disais merci pour cette rectification sur l'erreur sur le deck. La question suivante de Lionel, donc pour vous, Dorian, Nicolas, je vous laisse voir qui répond à cette question, qui demande une ordre de grandeur de la prime au succès. C'est moi qui prends. Ça va dépendre du dispositif. Donc, grosso modo, on va tourner autour de 2% de l'aide. Merci. Et question suivante de Jean-Claude qui demande combien de semaines pour réaliser le diagnostic.
Alors, ça peut être relativement rapide en fonction de des disponibilités et aussi un peu de la profondeur de votre business. Un diagnostic, ça peut se faire en 2-3 semaines de manière relativement courte. On peut faire de manière accélérée. Voilà, il faut rentrer dans la documentation. Si vous démarrez et que vous avez énormément de documentation, ça va prendre plus de temps. Si vous avez aussi plein de projets, plein d'idées, forcément, ça peut rendre les choses plus longues. Mais voilà, c'est l'ordre de grandeur, on va dire un mois. Ouais. Question suivante de Lise, donc encore pour toi, Dorian. Que pensez-vous des aides FEDER, FEDER? Est-ce intéressant et quelle complexité pour candidater? Alors les aides FEDER, donc c'est des aides relativement particulières parce que c'est certes de l'argent européen, mais qui a été délégué en gestion aux régions. Donc l'approche du FEDER est régionale, d'accord. Donc il existe du FEDER appliqué de manière relativement différente en fonction des roadmaps régionales dans chaque région. Le FEDER Auvergne-Rhône-Alpes n'a rien à voir avec le FEDER Occitanie, et ainsi de suite. Qu'en pensez? Le FEDER, ça reste une enveloppe régionale et qui a l'avantage d'être comment dire, plus intéressante. Moi, lorsque j'ai des projets, l'Europe, c'est très compétitif. Alors, l'Europe telle que je l'ai présentée, c'est très compétitif. Donc, lorsque c'est très compétitif, il faut vraiment sortir du lot. Donc, il faut arriver soit avec un gros volet innovant, soit avec un gros projet. Les aides FEDER, qui sont, elles, plus régionales, ont l'avantage d'être moins sur ces aspects-là. C'est-à-dire que moi, un projet que je vais estimer éligible à du FEDER, c'est pas forcément le premier guichet vers lequel je vais l'orienter, sauf si j'ai un doute sur sa capacité à sortir suffisamment du lot sur d'autres guichets. Donc voilà, un projet qui est innovant, mais peut-être pas le plus innovant de la planète. Le FEDER est une option qui est tout à fait intéressante et envisageable. Juste ce qu'il faut savoir, c'est que la difficulté qu'on a avec le FEDER, ce sont ces délais d'instruction qui peuvent être relativement longs en fonction des régions et en fonction des staffings des régions. Donc voilà, c'est intéressant en fonction de la nature du projet. Juste, il faut prendre en compte il y a un temps d'instruction qui est long, même si le dossier en lui-même n'est pas très énorme. L'instruction est longue, donc si on a besoin d'avoir une aide là tout de suite, c'est pas le bon guichet. Merci Dorian. Question suivante d'un réseau membre de France Angels breton, en l'occurrence. Donc pour toi, Philippe, cette question-là. Qu'apporte la fédération à ces réseaux en région? Merci. Alors, ça n'a pas directement un sujet lié avec le sujet d'aujourd'hui, mais en grand, la Fédération France Angels, qui rassemble 50 réseaux, 5500 business angels, 67 millions d'opérations site précis de l'année passée, apporte 3 choses. Premièrement, des bonnes pratiques et des outils sur la façon d'être business angels, sur les co-investissements. Je parle d'outils comme Dealum, par exemple, qui est un deal flow management tool que près de 20 réseaux sur les 50 utilisent maintenant, ce qui permet l'agilité et la force collective et l'appel à l'intelligence collective pour nos clubs et nos réseaux pour répondre aux demandes de financement en dilutif, amorçage pré-seed. Seed pré-seed. Deuxièmement, des partenariats gagnant-gagnant, comme celui avec Inextenso, ici, d'autres sur la liquidité avec Access ou BlockPulse, ou d'autres avec Vivatech pour donner de la visibilité. Vous étiez plus de 150 business angels à Vivatech il y a 10 jours et 36 réseaux. Et troisième axe développé, mené par mon coprésident Alain Pujol, de l'influence et du lobbying auprès des affaires publiques, en France, bien sûr, avec nos partenaires que sont les autres structures que vous devez connaître dans l'innovation, et également auprès de l'Europe, et au travers de BAE et de IBAN. Donc, ce sont les 3 grands axes que nous avons mis en place, déployés, et que nous apportons à chacun de nos réseaux. Ce qui nous fait dire aussi qu'on souhaiterait être 2 fois plus de réseaux et de membres, surtout de membres, d'ici 2-3 ans. Voilà. Merci Philippe. Retour à toi, Dorian. Une question spécifique d'Antoine, cette fois-ci, qui demande, en cas de consortium à 2 acteurs, quand l'un est prestataire réglementaire de l'autre, sachant que la réglementation est une obligation incontournable, est-ce que ce type de consortium est acceptable?
Alors, un consortium, ce n'est pas une relation donneur-d'ordre sous-traitant. Donc, dans un consortium, chacun est financé à un taux. Donc, ce taux, admettons, il est de 70%. Donc, ça veut dire que chacun doit mettre de sa poche, on en a parlé, 30% restant. Donc, en fait, un consortium, c'est quoi? C'est finalement un projet où chacun apporte de la valeur ajoutée et suffisamment de valeur ajoutée pour justifier d'un co-investissement de 30%. Donc, on va rarement en faire intervenir un sous-traitant parce que le sous-traitant, il réalise juste une action. Il veut être payé pour son action. Donc, un bon consortium, c'est pas un consortium où je fais intervenir mon copain avec lequel à qui je passe une commande. D'accord? C'est vraiment, je fais intervenir des acteurs, des compétences que je n'ai pas en interne, de manière à ce que collectivement, on réussisse un résultat qu'on aurait été pas capable de générer chacun individuellement de notre côté. Donc, c'est vraiment, c'est un peu le truc un peu caricatural, on fait plus ensemble que tous tout seul, quoi. Et donc derrière, ça veut dire aussi probablement éventuellement un partage de propriété intellectuelle, ça peut vouloir dire un certain nombre de sous-jacents qui ne plaident pas en faveur de ce type de collaboration. Merci. Dernière question avant de clôturer. Pour toi, Nicolas, celle-ci, je pense, tu me confirmeras si c'est le cas. Une question de Jean-Claude qui demande quels sont les avantages concrets d'Inextinso versus d'autres boutiques basées à Bruxelles. Bonne question. Je pense que déjà, on a un taux de succès qui est relativement élevé parce que Dorian, c'est pas étendu là-dessus, mais on a une capacité à augmenter de manière très significative les taux de succès officiels en passant avec nous, parce que, comme vous l'avez compris, c'est des guichets qu'on pratique relativement souvent et avec lesquels on est plutôt à l'aise. Et alors, après, des autres entreprises de consulting qui sont pertinentes sur la place, il y en a plein. Donc, mon but n'est pas du tout de dénigrer les uns et les autres, mais peut-être une des différenciations qu'on a, c'est au niveau du modèle économique, c'est-à-dire que nous, on ne travaillera jamais à 100% de succès. Ça peut nous arriver de déroger ou en tout cas de limiter la part de retainer lorsqu'on a une relation de confiance, qu'on en est à d'avoir déjà déposé plusieurs dossiers. Donc, on connaît l'entreprise, on connaît les équipes, on sait comment les uns et les autres travaillent et donc on sait qu'on est potentiellement moins à risque qu'un premier dossier. En revanche, on ne fera jamais 100% de succès parce que, comme vous l'avez vu, on est loin d'avoir 100% des dossiers financés et donc on ne souhaite pas faire payer aux lauréats tout l'investissement des autres dossiers qui ne sont pas financés parce que, mine de rien, derrière, il y a quand même du travail. Et indépendamment de la qualité des dossiers et de l'accompagnement, 100% des dossiers ne peuvent pas être financés. Donc, c'est un vrai investissement. Et pour le coup, le 100% de success fees ne sont pas très, très compatibles. En tout cas, ça ne correspond pas à notre manière de vouloir aborder le business. Peut-être pour compléter, je me permets, si je peux me permettre en 10 secondes. Notre éthique derrière ce modèle économique, elle est simple. L'idée, c'est pas d'essayer de retirer, de dénigrer, on va dire un partage de risque. On est vraiment sur un partage de risque. On n'a pas envie de nous prendre l'intégralité du risque. Et ce modèle a aussi pour vertu, en tout cas, d'être pas confiscatoire en matière de rémunération. On ne souhaite pas, si on accompagne des porteurs de projets pour obtenir des aides, c'est parce que ces aides sont censées aider à la réalisation du projet et pas à payer des consultants. Donc, grosso modo, l'idée, c'est que derrière, vous reteniez, en tout cas l'acteur retienne la majorité, la très 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 vaste majorité de l'aide pour la conduite de son projet. C'est vraiment ça le sujet numéro 1. Et peut-être pour donner des stats, parce que Nicolas l'a pas donné, nous aujourd'hui sur les projets européens de manière globale, tout projet confondu, on est à peu près à 33% de taux de succès. Donc un projet européen sur 3 qu'on accompagne finit lauréat. Il y a des disparités entre les programmes, parce qu'on a des programmes où on est à quasiment 100% et des programmes où on est à plus de 20%. En manière générale, on double, et ça c'est vrai à peu près à travers tous les guichets, on double les chances de succès d'un projet accompagné par rapport au taux du guichet en question qui est visé. Merci, messieurs. On va clôturer ce webinaire et pour cela, je vais passer la parole à Philippe qui va vous indiquer quoi activer plutôt, après tout ce qui vous a été présenté. Merci. Donc, vous étiez 209 inscrits à ce webinaire Parole d'expert, le 5e de l'année. Il y en a d'autres qui arrivent en septembre. Si vous êtes start-up
et en recherche de financement européen, vous avez le contact de Dorian. Ici, n'hésitez pas, prenez les notes. Vous allez recevoir aujourd'hui le QR code, les contacts, le replay, les documents également, donc aujourd'hui après-midi. Si vous souhaitez vous faire accompagner dans la préparation aux réponses d'appel d'offres à projet européen, même chose, vous avez le contact avec notre partenaire Inextinso. Si vous souhaitez être Business Angels, eh bien c'est simple également, puisque certains d'entre vous ne sont pas nécessairement Business Angels ou membres de notre réseau dans les inscrits. Vous pouvez contacter franceangels.org et vous allez retrouver l'ensemble de nos 50 réseaux. Vous pouvez choisir le vertical, la région ou les affinités que vous aurez pour rejoindre France Angels et nos réseaux. Et si vous souhaitez être accompagné par des Business Angels, de la même façon, allez voir notre site internet. Les contacts de nos réseaux partout en France ou dans les verticaux ciblés sont également disponibles. Et si vous souhaitez devenir partenaire de France Angels, comme l'est Inextinso, contactez Sylvain, qui est notre délégué général adjoint et qui opère l'ensemble des partenariats structures privées. N'hésitez pas. Voilà, je vous remercie pour votre attention